Soyez bienvenus, nous sommes tous heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Au moins, sommes-nous sûrs aujourd'hui de n'être pas totalement hors sujet, puisque nous allons parler football, bien sûr du mondial de football, mais également de la Fédération internationale, la FIFA, en recevant le seul candidat déclaré à l'élection qui aura lieu l'année prochaine, Jérôme Champagne. Merci d'être avec nous. Vous êtes diplomate français et vous êtes, je le disais, à ce jour, le seul candidat officiellement déclaré pour succéder éventuellement à Joseph Blatter. Nous en parlerons au cours de cette émission. Stéphane Mandard, directeur du service des sports du Monde, est également avec nous pour cette émission, de même que Sophie Malibaud de RFI qui vous posera également des questions. Alors, nous allons faire un gros plan sur la FIFA, un organisme mystérieux, puissant, peut-être fragile d'une certaine façon. On parle de corruption, on parle d'affaires, mais qui organise également ce mondial de football qui marche bien. Peut-être peut-on vous demander à mi-course ce que vous pensez de ce mondial, avec de grandes équipes. On peut penser à la Grande-Bretagne, on peut penser à l'Espagne, tenant du titre, on peut penser à l'Italie, au Portugal éliminé. C'est quoi ce mondial ? Ces trois choses, ça montre que le football d'équipe nationale est beaucoup plus incertain, beaucoup plus imprévisible que le football de club. Alors que dans le football de club, on voit bien que les budgets maintenant déterminent les gagnants. On voit bien que le football globalisé donne une chance à chacun. On voit une carte du football qui est différente. Deuxièmement, le Brésil est en train de réussir son pari. Tous ceux qui ont douté de ce pays, qui l'ont même insulté, tous ceux qui l'ont vilipendé sont maintenant dans une situation difficile. Il organise ce mondial à sa manière, avec cette créativité, avec aussi ses problèmes, parce que le Brésil, où j'ai vécu, est un pays avec des problèmes sociaux qu'on ne peut nier. Et puis troisièmement, c'est l'émergence de la technologie dans l'arbitrage. Vous connaissez mes positions sur cela. L'ironie veut que le premier but validé par la goal line technologie de la France, de la Coupe du Monde, ait bénéficié à la France. Et on voit bien que sur d'autres cas, on arrivera étape par étape à une introduction réaliste et modérée, mais la technologie jouera un rôle dans le football. Ce premier but, en effet, des Français. Stéphane Mandard ? On voit que Jérôme Champagne est en campagne, parce que je vais faire un petit peu l'arbitre peut-être de ce match. Il vient d'adresser 2 tacles, en fait, sans les désigner à 2 adversaires potentiels face à Jérôme Champagne à la course à la FIFA. Platini, puisqu'il a visé les candidat clubs. Potentiel, mais non déclaré. On ne sait même pas s'il le sera. Il a visé les clubs en disant que la Coupe du Monde était une grande fête des nations, alors que l'UEFA, ça ramène forcément au club à la Ligue des Champions. Et deuxième adversaire visé dans les propos de Jérôme Champagne, c'est Jérôme Valqueux. Puisque Jérôme Valqueux avait critiqué fortement le Brésil. Jérôme Valqueux, c'est le numéro 2 de Blatter. Donc on voit bien que M. Champagne est déjà sur le terrain en pleine campagne et en pleine forme. Oui, alors, il Sophie, est quand même tout seul, c'est pas difficile de débattre dans ces conditions-là. Vous n'avez pas de candidat déclaré. La FIFA n'aime pas le débat. Moi, je pense qu'il faut un débat. En 2015, on va avoir un choix stratégique, c'est-à-dire que la globalisation a été positive pour le football. On le voit bien avec le succès de cette Coupe du Monde. On a aujourd'hui 25 millions de jeunes Américaines qui jouent au football. On a en Nouvelle-Zélande plus de gamins qui jouent au football qu'au rugby. Donc le football a gagné cette globalisation. Mais la globalisation du football présente les mêmes difficultés que les autres globalisations. La croissance des inégalités, le manque de confiance, je dirais, dans les institutions qui sont censées gouverner cette globalisation. Donc, pourquoi j'ai décidé de me présenter ? Parce que je crois que nous avons un besoin. Nous déciderons en 2015 quel type de football nous voudrons en 2030. Soit un football qui continuera cette élitisation, qui continuera ce que j'appelle la NBAisation. Et comme vous le savez, le basketball est un grand sport, mais c'est un sport où les compétitions d'équipe nationale n'ont pas beaucoup d'importance. C'est un sport où une compétition, la NBA, est au centre de tout. Et c'est un sport où la Fédération internationale a très très peu de pouvoir de régulation. Ou alors, nous aurons un football qui continuera à bénéficier de cette globalisation, mais pour qu'elle continue, pour qu'elle soit mieux acceptée, il faudrait que les 99% en bénéficient aussi. Donc c'est pour ça que je me suis présenté, parce que nous avons besoin d'un débat sur l'avenir du football et d'un débat sur l'avenir de la FIFA. Alors, ce que je vous propose, on va commencer à parler un peu de choses qui fâchent à propos de la FIFA, des affaires de suspicion de corruption, ou de choses en tout cas un peu complexes pour l'attribution prochaine de ce mondial. On revient sur cette affaire de la FIFA et notamment du Qatar avec cette présentation. Tous les 4 ans, la fièvre du football s'empare de la planète. Autour du ballon rond, c'est la communion des nations. Mais pour cette Coupe du Monde 2014 au Brésil, derrière la joie des supporters, il y a une ombre au tableau. Elle tient en 4 lettres, FIFA. L'organisation sportive la plus puissante au monde traverse un nouveau scandale de corruption. Selon le Sunday Times, le Qatar aurait versé des pots de vin pour organiser le mondial dans 8 ans.
Lors de son dernier congrès, le président de la FIFA, Sepp Blatter, l'assure, une enquête interne est en cours. Mais pour certains, la coupe est pleine, il doit passer la main. Les gens ne le prennent plus au sérieux. Il y a quelques mois, il a déclaré qu'avoir voté pour le Qatar était une erreur. Il a désavoué certaines personnes en disant ça. En décembre 2010, confier l'organisation du mondial au Qatar avait surpris tout le monde. Un pays guère plus grand que la Corse, sous le soleil, tape parfois à 50 degrés en été. Finalement, en mai dernier, Sepp Blatter finit par se rendre à l'évidence. Oui, enfin une erreur. Vous savez, on commet beaucoup d'erreurs dans la vie. Le rapport technique du Qatar indiquait bien qu'il fait trop chaud en été. Au cœur du Qatargate, cet homme, Mohamed bin Hammam, ancien membre du comité exécutif de la FIFA. Ce Qatari aurait versé des pots de vin à des dirigeants du football et des membres du comité exécutif de la FIFA. L'un d'eux est au cœur du scandale, selon la presse britannique, Michel Platini. Le président de l'UEFA aurait eu un tête-à-tête avec l'homme clé des malversations. Des révélations gênantes pour celui qui pourrait se présenter face à Sepp Blatter pour la présidence de la FIFA en 2015. Un poste très convoité car après des débuts modestes, l'organisation née en 1904 connaîtra dans les années 60 l'ère de la télévision, les droits de retransmission juteux et les retombées lucratives du sponsoring. Résultat, l'association à but non lucratif possède aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros dans ses caisses. Une organisation puissante financièrement, capable aussi d'imposer sa loi, comme ici. Le temps de la Coupe du Monde, le Parlement brésilien a autorisé la vente d'alcool dans les stades pour plaire aux sponsors de la FIFA. Ces dernières années, la gigantesque machine à fabriquer du rêve, du spectacle et de l'argent a été éclaboussée par plusieurs scandales de corruption. Un comité d'éthique a alors été créé en 2006. Mais pour beaucoup, cette justice interne à la FIFA ne suffit pas pour garantir la transparence et une bonne gouvernance. Jérôme Champagne, je le disais, vous la connaissez bien, cette machine, donc la FIFA. Vous avez travaillé pendant une dizaine d'années. Vous avez été en charge des relations internationales. Vous êtes également diplomate. Alors, diplomate, c'est à la fois une profession, puis c'est aussi le fait de parler avec une relative prudence. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette attribution du mondial au Qatar? C'est un vrai scandale? C'est une erreur? C'est une faute? Je ne sais pas comment le dire, mais je vous pose la question. Mon premier poste diplomatique a été dans le Golfe. Mon premier poste diplomatique était en Oman. Moi, j'aime la culture du Golfe. J'aime ce contact entre la côte, entre les Bédouins de l'intérieur et ces marins. Et donc, je pense qu'il est bien et sain qu'on amène la Coupe du Monde dans toutes les zones du monde où elle n'a pas été organisée. Donc, je crois que c'est une bonne chose d'amener la Coupe du Monde dans un pays arabe. La deuxième chose que je tiens à dire, c'est que dans une démocratie, on est innocent jusqu'à ce qu'on soit prouvé coupable. Et le documentaire que vous venez de montrer utilise le conditionnel à chaque verbe. Il y a aujourd'hui une commission d'enquête de la commission d'éthique de la FIFA qui, pour la première fois de l'histoire, est indépendante. Elle est présidée, l'enquête, par un procureur de l'État de New York qui est connu pour sa compétence. Donc, la position que je défends, c'est innocent jusqu'à ce qu'on soit prouvé coupable, mais nous devons savoir. Et il y a 3 questions de cette Coupe du Monde. Premièrement, la situation des travailleurs du sous-continent indien. J'ai vécu dans cette région. Je sais qu'elle est inacceptable. Il y a des morts. Il y a des morts. Deuxièmement, c'est la question du changement de date. Le vote a été fait sur une Coupe du Monde en juin et en juillet. Il fait 50 degrés. Il fait 50 degrés et pire encore, l'humidité qui est très très forte. Et puis la troisième question, c'est toutes les allégations qui existent. Connivence entre les candidats pour 2018 et 2022, ce qui était interdit. Allégations d'influence politique, pas seulement en France. On parle de la France, mais pas seulement en France. Et puis, allégations d'achat de vote. Donc ma position est très claire. Innocent jusqu'à ce qu'on soit prouvé coupable. Mais nous devons savoir ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde nous appartient à tous, tous les passionnés. Elle appartient au peuple du football et on doit savoir. Et après, toutes les options sont sur la table. Jérôme Champagne, Stéphane Mandard, Le Monde. On devrait savoir normalement à la fin de la Coupe du Monde. Le rapport est terminé. Il sera remis après la fin de la Coupe du Monde. S'il est avéré qu'il y a eu des agissements de corruption, est-ce que Blatter doit démissionner? Non, parce que je vais vous dire une chose. D'abord, c'est à son initiative que cette commission d'éthique a été mise en place. Deuxièmement, il n'est dans le faisceau, je dirais, d'articles qui sort, il n'a jamais été cité comme ayant été impliqué dans les agissements supposés
d'un candidat ou d'autres candidats. Mais c'est quand même le patron de la Fédération internationale de football. Je vous réponds, bien sûr. Qui décide de l'attribution du mondial au Qatar. Mais justement, et c'est un des points de ma candidature, c'est que je pense que cette affaire du Qatar nécessite aujourd'hui des réformes institutionnelles à la FIFA, notamment la réforme du comité exécutif et de sa composition, qui, comme vous le savez, est contrôlée par les confédérations continentales, qui ne sont pas membres de la FIFA, et qui, je le précise, sont à la FIFA ce que la Ligue professionnelle française est d'être à la Fédération française, et qui jouent un grand rôle, mais qui ne sont pas membres de la FIFA. Et donc cette crise montre que nous devons aller au fond des choses et faire des réformes institutionnelles. Je suis désolé, je ne reçois pas quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre parler en face de moi. Monsieur Blatter, justement, puisque c'est l'argument qu'il avance, de dire, moi c'est le comité exécutif qui a décidé, je ne suis pour rien. Il est quand même le président de la Fédération internationale, le comité exécutif dépend de lui. Et on a vu dans le documentaire qu'il se lavait les mains en disant finalement c'est pas moi qui ai décidé d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar. C'est un petit peu facile, je trouve, comme défense. C'est peut-être facile, mais c'est la vérité. Et c'est pas parce que M. Blatter dira ça que je vous dirai quelque chose de contraire, parce que je pense que c'est le fond des choses. Donc, une fois de plus, nous devons savoir. Mais n'oubliez pas une chose, que depuis que cette commission d'éthique est indépendante et véritablement indépendante, 5 membres ont démissionné. Ça prouve bien qu'elle est réelle. Il a fallu attendre 2012 pour qu'elle se mette au travail. Est-ce que s'il n'y avait pas eu les révélations de la presse, ça se serait fait? Et est-ce qu'il ne faut pas aussi imaginer un organe extérieur à la FIFA pour s'autosaisir en cas de pratique un peu louche? Moi, vous savez, dans ma carrière diplomatique, j'ai vécu dans suffisamment de dictatures pour adorer la liberté de la presse dans son côté révélateur, y compris dans ses excès. Donc vous avez tout à fait raison, et je vous soutiens sur la première question que vous m'avez posée. Il a fallu passer par, comme on dit, des donneurs d'alerte et par des révélations. Et je crois qu'on doit remercier la presse de ce qui a été révélé. Oui, mais alors comment expliquer l'aveuglement des dirigeants? Alors, vous savez si que... même les journalistes le savent, les gens de l'intérieur ne le savaient pas. Quand je vous disais que je propose des réformes institutionnelles, dans une démocratie, le peuple élit un candidat et ce candidat a le choix de sélectionner son gouvernement pour appliquer le programme. De s'entourer, comme on dit. De s'entourer. Ça n'est pas le cas à la FIFA. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si le président Obama avait dû gouverner pendant son premier mandat avec John McCain, qu'il venait de défaire, qui allait se venger, et avec dedans déjà Mitt Romney, qui allait torpiller toutes les initiatives. J'ai assisté à près de 50 réunions du comité exécutif. Ça n'est pas un gouvernement qui est au service de la politique qui a été choisie par le peuple du football et les fédérations. C'est ce que j'ai appelé une bourse dans laquelle les présidents des 6 confédérations continentales arrangent et échangent leurs blocs de vote. Ça n'est pas un gouvernement, c'est une structure qui n'a pas pour intérêt premier de défendre les intérêts de la FIFA. Donc, quand on connaît le mécanisme de l'interne, on a effectivement un jugement peut-être différent, mais c'est aussi pour ça que j'ai proposé des réformes institutionnelles. Pour que les choses soient claires, en préparant cette émission, nous avons regardé, donc pas d'autres candidats déclarés. Vous ne faites la course pour personne, pas pour Blatter en l'occurrence. Vous irez jusqu'au bout. Vous êtes aujourd'hui un candidat indépendant. Je vais vous dire une chose, quand on prend cette décision, ça a des conséquences importantes pour sa vie personnelle et sa vie familiale. Ce n'est pas une décision qu'on prend simplement pour faire un tour et faire le beau. Moi, j'y vais parce que je crois à ce que je pense, je crois aux nécessités d'avoir une FIFA forte, régulatrice. Comme je le disais, la croissance des inégalités nécessite aujourd'hui une vraie forme de gouvernance, mais qui n'est pas seulement la gouvernance du football. On voit bien que ce soit l'environnement, les problèmes de la finance internationale. Notre planète a des problèmes de gouvernance. Et donc, c'est pour ça que je défends cette candidature. Et effectivement, je roule pas pour moi dans le sens où je ne suis pas un candidat qui cherche une vision égotistique ou égoïste. Je suis parce que j'ai cette passion à la fois du monde et du football, mais je défendrai mes idées jusqu'au bout. Sophie Malibaud. Un petit moment sur l'affaire du Qatar, tout de même. Si jamais les allégations sont prouvées, allégations de corruption, de pression pour l'attribution de la Coupe au Qatar, à ce moment-là, on va vers un nouveau vote? Alors, comme je l'ai dit dans une interview à un de vos collègues britanniques, je crois qu'il y a beaucoup d'options qui sont sur la table. Attendons de voir les résultats, parce qu'effectivement, il y a eu un vote 14-8. Est-ce qu'on adoptera, je dirais, le droit électoral, c'est-à-dire on déduira du nombre de votes les votes qui ont été considérés comme arrangés. Donc il y a une vraie question sur le fond. Mais je crois qu'il n'y a pas seulement le revote qui est possible, il y a d'autres possibilités. Vous savez, aux Jeux Olympiques, quand le médaillé d'or est contrôlé positif, on donne la médaille d'or aux médaillés d'argent. Donc il y a toute une série de possibilités, mais là encore je ne peux pas m'avancer puisque je ne sais pas ce qu'il y a dans le rapport, mais je pense qu'il y a pas mal de possibilités et on verra qu'est-ce
qu'est-ce qui sera connu le moment venu. La FIFA est sous contrainte diplomatique et politique parce que l'attribution Qatar, la Russie, etc., ça compte. C'est pas une bulle du football où on parle sport entre soi. Il y a des contraintes, il y a des pressions, il y a un jeu politique également. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ce que j'ai dit dans mon annonce de candidature, c'est que on vit sur l'illusion que le sport et la politique sont séparés. Et moi qui suis diplomate, moi qui étais journaliste à France Football, moi qui étais administrateur du football, j'ai vécu cette illusion. Vous avez par exemple à l'intérieur du comité exécutif de la FIFA, l'ancien président de la fédération russe, qui ne l'est plus, mais qui est aujourd'hui ministre des Sports du gouvernement de la Russie. Là, il y a effectivement des problèmes qui se posent, non pas parce que c'est une mauvaise personne, non pas parce que... Oui, mais il y a des problèmes de conflit d'intérêts. Vous avez des fédérations dont les finances dépendent de l'aide gouvernementale, et n'oublions pas une chose, c'est que dans notre pays où il y a la tutelle sur les fédérations sportives, qui a instauré la tutelle en France? C'est le régime de Pétain, qui s'était instauré Franco, qui lui avait instauré en 1940 la tutelle sur les fédérations espagnoles de sport. Donc, ne vivons pas sur cette illusion. Moi qui suis diplomate et footballeur, administrateur de football, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ces questions-là parce qu'on est dans le conflit d'intérêts. Sophie Malibaud, RFI. Oui, c'est compliqué aussi avec la Russie 2018. Quand la coupe a été attribuée à la Russie n'avait pas encore annexé la Crimée. Si ça continue comme ça risque pas de poser des problèmes à un moment ou à un autre? Alors, qui sait quelle sera l'issue des relations aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine? Qui sait quelle sera l'issue de la situation de la Crimée? La seule chose que je peux se dire, c'est qu'il y avait 2 clubs en Crimée, Tavria, Sébastopol et Simferopol, qui jouaient dans la ligue ukrainienne. Aujourd'hui, il y a un article 84 des statuts de la FIFA qui dit que des clubs jouant dans une fédération doivent demander l'autorisation pour jouer dans l'autre. Aujourd'hui, au-delà de ça, on ne peut pas prédire de ce qui va se passer dans l'avenir. Mais effectivement, c'est une question qui se pose. Mais à la différence, je dirais, d'autres, il y a une vraie tradition de football dans l'ex-Union soviétique. Et d'une certaine façon, à partir du moment où on avait dit que la Coupe du Monde 2018 reviendrait en Europe, je crois qu'il était assez sain d'aller vers l'Europe de l'Est, qui n'avait jamais organisé la Coupe du Monde. Stéphane. Je reviens un petit peu à l'élection à la tête de la FIFA. Vous parlez de changements, de réformes. Est-ce qu'une des premières mesures, ce ne serait pas de limiter l'âge du capitaine? Blatter a 78 ans, il a fait comprendre au Congrès avant le début de la Coupe du Monde... Sans se déclarer officiellement, Stéphane, rappelons-le. Pas vraiment, mais on peut lire entre les lignes en disant « ma mission n'est pas terminée, j'ai encore des choses à faire ». Ça veut dire qu'il va continuer. Dans un an, il aura 79 ans, il va faire un 5e mandat. Est-ce que la première mesure ne serait pas de limiter l'âge du capitaine pour réformer, pour être en accord avec son temps, pour être plus démocratique? Blatter n'a pas fait la preuve de... Même les papes démissionnent. Même le pape démissionne, exactement. Alors, d'un point de vue personnel, moi, j'ai absolument rien contre le renouvellement des générations. Je crois qu'il est relativement sain, que ça soit dans le domaine politique, dans le domaine des entreprises. En revanche, je connais des gens qui ont 70 ans, qui sont beaucoup plus jeunes d'esprit que d'autres de 30 ans. Et si vous regardez à l'intérieur du comité exécutif, on a des exemples. Deuxièmement, sur la limitation... 79, tout à fait, mais sur la limitation de mandat, vous avez un pays comme le Mexique, dont la Constitution prévoit un mandat de 6 ans, seul mandat de 6 ans. Je ne crois pas que le Mexique soit l'exemple parfait de lutte contre la corruption ou de système politique. Je vis dans un pays, la Suisse, mais il y en a d'autres, qui n'ont pas de limitation de mandat, dans lesquels il n'y a pas ce problème d'allégation de corruption. Donc, moi, je n'ai pas une position dogmatique. Mais sur le fond, je suis convaincu qu'il y a une évolution qui doit être faite. Et c'est aussi pour cela que je me suis présenté. Je crois qu'aujourd'hui, on doit s'adapter au XXIe siècle. Nos sociétés, nos opinions publiques et le peuple du football demandent des comportements différents. Et je crois qu'on doit contribuer à ça, y compris par le renouvellement. Dernière relance. Vous ne pensez quand même pas que Blatter a rendu service à la FIFA en démissionnant, en disant non, c'est bon, j'ai fait mon temps, au moins maintenant je passe la main? Ce sera la décision qu'il devra prendre. Ce n'est pas à moi de la commenter ou de la suggérer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas le problème principal. Je crois que le problème principal... Mais il en est un. Un des problèmes principaux est finalement le mode de fonctionnement interne. Et c'est pour ça que je me suis présenté, parce que je le connais. Et le deuxième problème principal que nous affrontons, c'est effectivement cette perte de crédit, et on doit contribuer à la réconciliation avec le peuple du football. Eh bien, nous allons parler de tout ça, de vos propositions et des scandales éventuellement qui pourraient survenir après ce point d'actualité, ce point d'information sur les antennes de TV5 Monde et de Radio France Internationale. Et on vous retrouve dans une seconde, Jérôme Champagne.
Retour international, nous recevons aujourd'hui Jérôme Champagne, ex-secrétaire général adjoint de la FIFA, ce grand organisme de football dont nous parlions il y a un instant. Vous avez été en charge des relations internationales et nous vous recevons avec RFI et le quotidien Le Monde. Précisément, Stéphane Mandard, on revient sur cette compétition, sur ce mondial au Brésil. Jean-Jean, vous étiez au Brésil au début de la compétition, vous avez dû voir comme nous ces banderoles des manifestants opposés au mondial. Ils étaient destinés à la FIFA, contre la FIFA. C'était non à la FIFA go home. Comment vous expliquez qu'il y a une telle animosité, une telle haine même vis-à-vis de la FIFA au Brésil, pays du football, qui accueille cette 20e Coupe du Monde de la FIFA? Ça devrait être un organisme consensuel, festif, et effectivement, il est très décrié. Alors, le Brésil, j'y ai vécu. Vous avez été secrétaire à l'ambassade de France. J'y étais pendant la Coupe du Monde. J'ai vu ça. J'ai vu aussi les passionnés. J'ai vu le mélange. Le Brésil, aujourd'hui, est une démocratie. Et dans une démocratie, les gens ont le droit de protester contre la construction d'un stade. Ce qui est très intéressant dans ce que j'ai vu, et comme vous le savez, j'ai travaillé à l'ambassade pour suivre la vie politique brésilienne que je connais un petit peu et que je suis toujours, c'est que la FIFA est critiquée pour avoir sans doute été perçue comme collaborant avec des structures brésiliennes qui sont accusées de corruption. Le problème aujourd'hui du Brésil, c'est l'impunité dont bénéficient un certain nombre de personnes et qui sont corrompues. Et donc là, ceux qui ont reproché un certain nombre de choses n'étaient pas tant la Coupe du Monde elle-même que la modalité avec laquelle elle a été organisée. Et je crois que cette Coupe du Monde va être un tournant. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien quand les Munichois votent contre une candidature munichoise à l'organisation des Jeux d'hiver de 2022, quand on voit le canton des Grisons qui s'oppose à l'organisation des Jeux, une candidature Saint-Moritz et Davos aux Jeux olympiques d'hiver 2022, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne s'adapte pas et si la FIFA ne réforme pas ses modalités d'organisation et de candidature, on aura de plus en plus de difficultés d'aller dans des démocraties. Parce qu'il y a un vrai coût. Mais vous avez raison. Aujourd'hui, il y a une contestation. Et je trouve très dommage que la FIFA, et j'ai collaboré à cette époque, pour amener la Coupe du Monde dans le pays de Mandela. Et je suis très heureux qu'on soit au Brésil. Ce qui est terrible, c'est que la FIFA fait d'énormément d'efforts pour ouvrir ces compétitions et elle n'en retire aucun bénéfice d'image. Et donc là, il y a une vraie réflexion et moi, je vais contribuer à cette réflexion. La contestation n'est pas simplement sur la corruption, elle est sur le coût financier qui repose un mondial sur le trop cher, un mondial trop cher, par exemple. Plus de 10 milliards à ce pays, c'est colossal. On a construit des stades à Manaus, en pleine Amazonie, 42 000 places, où il n'y aura pas de club résident. Donc on se demande ce qu'on va faire de ce stade. Donc il y a des investissements aujourd'hui qui semblent complètement en dehors de la réalité économique du pays. Ça pose pas problème, ça? Bien sûr, mais Stéphane, vous avez raison. Mais si vous regardez le dossier de candidature qui avait été approuvé par la FIFA et présenté par la Fédération brésilienne avec le soutien du gouvernement brésilien, c'était que tous les stades seraient construits sur la base du partenariat public-privé, qui s'est révélé une illusion. Et donc le gouvernement brésilien a été obligé de financer tout cela. Après, pourquoi 12 stades? Parce qu'une Coupe du Monde, on peut l'organiser avec 8 ou 9. Alors effectivement, il y a 4 stades, vous mentionnez Manaus, mais il y a le stade de Natal, de Cuiabá et le 4e de Manaus, Cuiabá. On ne vous aidera pas. Et Curitiba. Pour vous, la faute repose sur le gouvernement brésilien? Non, elle repose sur un ensemble d'acteurs qui, à un moment, ont été d'accord finalement de mettre les problèmes sous la table. Il y a une élection au mois d'octobre au Brésil. Et donc, ce qui a été présenté par le gouvernement et le président de l'époque en 2007, on doit aussi, je dirais, non pas le cacher, mais on doit effectivement omettre un certain nombre de choses. Et donc, il y a des responsabilités. Et je crois que les responsabilités sont largement partagées. Et donc, je crois que cette Coupe du Monde va nous inciter et doit inciter la FIFA à changer sa modalité. Son modèle économique. Son modèle d'organisation de la Coupe du Monde. Le modèle, il est quand même sur les rails et on va voir ce qui va se passer si le Qatar continue à poursuivre les travaux. Mais pour l'instant, le nombre de morts sur les chantiers au Qatar est totalement effroyable. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir être fait contre ça? Parce qu'on parle de plus d'un mort par jour sur ces chantiers. Alors, vous avez raison. Mais c'est pas eux qui vont protester, c'est pas eux qui porteront les banderoles. Mais vous avez raison. Aujourd'hui, les morts au Qatar ne sont pas sur des chantiers de stade. Et là, je vais vous poser une question. Où sont les gouvernements occidentaux qui savent depuis des années et des décennies la situation des travailleurs et qui ne disent rien? Où sont les sociétés occidentales qui courent signer des contrats? Donc, la responsabilité, et moi j'assume, et je trouve très bien qu'à l'avenir, il y aura dans les critères d'attribution
de la Coupe du Monde, la question des droits de l'homme. Mais pendant toutes ces années... la FIFA a une responsabilité dans les années qui viennent, là, pendant que les chantiers... Elle n'a aucune responsabilité de ce qui s'y passe. Donc elle se lève les mains de ce qui est en train de se passer sur les devriez chantiers. poser la question, quelles sont les sociétés occidentales qui font les chantiers actuels? Mais où je vous rejoins, c'est que nous ne pourrons pas aller à la Coupe du Monde si cette question n'est pas réglée. Je l'ai dit et je le redis. Mais où sont les gouvernements? Où sont les sociétés de nos États démocratiques? Où sont tous ceux qui vont signer des contrats sans se préoccuper? Et moi, je trouve ça très bien que la Coupe du Monde serve de révélateur. Mais cette situation des travailleurs du sous-continent indien, madame, est connue depuis longtemps. Où sont les sociétés de construction européennes et qui se plaint? Donc, je trouve très bien que la Coupe du Monde permette de mettre un coup de projecteur sur cette situation inacceptable. Mais moi, je renvoie la balle à tous ceux qui la connaissent et qui n'ont rien fait depuis des décennies. Stéphane Mandar, Le Monde. Joseph Blatter a laissé entendre qu'il y avait eu des pressions politiques fortes, notamment de la France, pour soutenir la candidature du Qatar. On a évoqué ce fameux dîner à l'Élysée entre Sarkozy, Michel Platini et l'émir du Qatar. Est-ce que vous pensez, comme Joseph Blatter le laisse entendre, qu'il y a effectivement eu une collusion d'intérêts et un message fait passer par Sarkozy pour que la France, via Platini, soutienne le Qatar? Alors, d'abord, l'ancien président de la République, lors de la réunion des Doha Goals, s'est lui-même vanté devant l'émir du Qatar, le président Bongo et le président Blatter, qu'il avait influencé Michel Platini. Donc, il y a un certain nombre de choses. Je remarquerai que ça n'est pas le seul pays. La presse allemande a révélé que lors d'une visite d'État en septembre 2010 de l'émir du Qatar à Berlin, il avait demandé à l'ancien président fédéral, M. Christian Wulff, d'appeler Franz Beckenbauer pour le faire voter. Vous savez aussi que Lula, l'ancien président, a fait une visite d'État au Qatar en juin 2010 où il a dit « je ferai le nécessaire ». Il y a eu une visite d'État au Paraguay en septembre 2010 de l'émir du Qatar alors qu'il n'y avait pas de relations diplomatiques. Donc effectivement, le problème que vous soulevez, M. Mandar, est une vraie question. Parce qu'on ne peut pas prétendre d'un côté que le sport et la politique ne se mélangent pas, nier le rôle politique du football, parce que le football a un rôle politique. Mais je crois que, là encore, innocent jusqu'à ce qu'on soit prouvé coupable, et moi j'attends avec impatience les résultats de l'enquête. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Je veux dire qu'un président discute avec un président de fédération, lui dise voilà, non, moi je préférais que tu votes pour tel ou un tel. Ce n'est pas illégal. Il y a des collusions d'intérêts, mais comment éviter ça justement? Est-ce que le modèle d'attribution du mondial aujourd'hui ne peut pas se passer de ce type de collusion d'intérêts politiques et économiques? De porosité entre les décideurs. Oui. C'est la question que je soulevais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas, à mon avis, ignorer ce qui s'est passé. En juillet 2010, le secrétaire général de la FIFA avait envoyé une lettre circulaire à tous les comités de candidature, ou du moins à toutes les fédérations candidates, définissant les règles sur ces contacts-là. J'observe qu'il y en a eu beaucoup et je ne suis pas sûr que cette circulaire a été respectée, mais attendons les résultats de l'enquête. Alors, autre regard que nous voulons porter sur la FIFA et sur ce mondial de football, avec naturellement le réservoir de joueurs, il s'agit, Sophie Malibaud, de l'Afrique. Tout à fait. Vous, président de la FIFA. Vous, président de la FIFA, qu'est-ce que vous feriez pour éviter cette hémorragie des clubs de l'Afrique, éviter que la ressource, la matière première, une fois encore, sorte de l'Afrique et soit transformée ailleurs, si je peux dire? Comme vous le savez, moi, quand j'étais à la FIFA, je m'occupais, le président Blatter m'avait donné le dossier des contacts avec les fédérations. J'étais moi-même en charge du projet Gagner en Afrique avec l'Afrique, qui a été à partir de 2006 pour être sûr que l'ensemble des pays africains bénéficient de la Coupe du Monde. On a construit 54 pelouses artificielles sans dépassement de crédit, sans fraude. Donc, on peut faire des choses. Vous savez, la question de l'Afrique, c'est que le football a de tout temps joué un grand rôle en Afrique. C'était un outil de la colonisation, ne l'oublions pas. Ça a été un outil de la libération coloniale. N'oubliez pas le rôle de Al Ahly, club égyptien contre le colonisateur britannique, le Mouloudia d'Alger, l'équipe du FLN. N'oublions pas que sur Robben Island, les prisonniers ont fondé une fédération de football, la Makana FA, pour jouer au football et élire leur premier président démocratique, qui est aujourd'hui vice-président de la Cour suprême d'Afrique du Sud. Donc le football est un révélateur de cette histoire, de la place de l'Afrique dans le monde. Et aujourd'hui, et on l'a vu hier, pour la première fois de l'histoire, 2 équipes africaines seront en 8e de finale. Pour la première fois de l'histoire. Nigeria, Algérie. Sont éliminés. Bien sûr, mais 2 se sont qualifiés. C'est la première fois de l'histoire. Oui. C'est une première. Avec l'Algérie pour la première fois, le Nigeria pour la 3e fois. Ça veut dire quoi? Où jouent ces joueurs, justement? Alors, justement, la question qui est très intéressante, c'est que malgré, je dirais, 40 ans d'efforts de développement, malgré une Coupe du Monde organisée en Afrique subsaharienne, malgré tout ça, l'Afrique reste encore un pourvoyeur de matières premières.
l'histoire est simple. Un producteur éthiopien de café, 1 kilo, on lui rapporte $1. Vous allez dans une grande société de distribution de café, c'est 13 €. Là encore, la différence est accaparée par d'autres. Et malheureusement, l'écart qui existe aujourd'hui s'est agrandi. Il y a plus d'argent aujourd'hui dans le football africain qu'il y a 20 ans. Mais l'écart s'est accru avec l'Europe, ce qui explique que les ligues africaines se vident. Vous, président de la FIFA, qu'est-ce que vous faites? Alors justement, d'abord, le problème que nous avons, mais ce n'est pas un problème propre à la FIFA, c'est le même débat autour de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le même débat que la modification des droits de vote au FMI, où aujourd'hui la Belgique a plus de pourcentage de vote contre que la Chine. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'Afrique, avec 54 fédérations, a seulement moitié moins de votes au gouvernement de la FIFA que l'Europe qui en a 53. Donc le débat aujourd'hui, c'est que le monde du football, comme notre monde, évolue, mais que la FIFA doit s'adapter à ces évolutions. Donc là, adaptation. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est que même si la FIFA investit un tiers de son budget en programme de développement, ça n'est qu'une goutte d'eau pour la correction des inégalités. Pourquoi vous avez des ligues européennes qui vont faire beaucoup d'argent? Par exemple, la Ligue anglaise fait 40 millions de dollars par an sur le marché télévisé en Inde. Rien n'est redistribué. Imaginez vos responsabilités. Si vous étiez directrice générale de la Ligue professionnelle sud-africaine, vous devez remplir vos stades, vous devez être sûr que les joueurs sont payés, vous devez être sûr que la future génération de joueurs apparaît. Et vous avez 7 à 8 matchs de la Ligue anglaise diffusés sans aucune restriction. Donc il va falloir aborder les débats. Effectivement, ce ne sera pas simple. Et il y aura effectivement des conflits potentiels. On assiste à présent à les pays émergents à qui on attribue des Coupes du Monde. Il y a eu l'Afrique du Sud, mais quel est le prochain pays africain qui peut se mettre sur les rangs? Alors, la question, c'est qu'il y aura une continuation, une forme de rotation continentale. Alors, on verra ce qui va se passer pour 2022. On peut supposer que si la rotation continentale continue, ce sera le tour de l'Amérique du Nord d'avoir à nouveau la Coupe du Monde. Après, on peut penser que 2030 sera l'année du centenaire de la Coupe du Monde, qu'il aura. Effectivement, on peut penser qu'un pays comme la Grande-Bretagne, ce serait assez normal compte tenu de son rôle. Donc, on peut effectivement penser qu'autour de 2034, 2038, l'Afrique l'est à nouveau. Et moi, je vais vous dire... Vous n'y dites pas avant 20 ans, l'Afrique qui organisera à nouveau un mondial. Il y a 5 continents. Ouais. Et donc, comme la Coupe du Monde, c'est 4 ans, vous savez, elle tourne. Donc, mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai beaucoup soutenu l'Afrique du Sud et aidé M. Blatter pour octroyer la Coupe du Monde 2010 à l'Afrique du Sud. Parce que le symbole, c'était l'Afrique du Sud de Mandela qui avait défait l'apartheid. Et d'une certaine façon, l'Afrique, c'est quand même le continent noir. Mais là, je dis franchement, je pense que le Maroc avait un très très bon dossier. Et je crois qu'il serait tout à fait maintenant logique que la prochaine Coupe du Monde africaine, soit en Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien avec la qualification de l'Algérie, l'Afrique du Nord a apporté aussi beaucoup à l'histoire du football. Ça va de Rachid Mekloufi, Zetouni, en passant par Daleb et tous les autres. Donc, je crois que c'est ça. Mais il faudra avoir une politique volontariste. Et c'est aussi pour ça que j'ai proposé qu'on instaure une contribution sur les droits télévisés gagnés à l'étranger et que ces sommes-là, comme vous savez, il y a une taxe sur les billets d'avion pour justement redistribuer et renforcer les programmes de développement pour corriger ces inégalités. Alors on dit que ce qui mine également, je passe à un autre aspect, on dit que ce qui mine le football, c'est la présence extrêmement forte, spectaculaire de l'argent. On peut acheter un club de football, la notion de fair play financier est assez relative, on dit, voilà, avec des budgets limités, il y a les salaires des joueurs. La FIFA peut quelque chose à cela ou c'est l'affaire des clubs? Vous dites on ne peut que le constater? Non, je pense, je ne vais pas être très politiquement correct. Mieux. Vous savez, une pelouse artificielle, pour aider au développement du football d'un club moldave ou au Lesotho et en Bolivie, c'est autour d'1 million de dollars. Donc moi, je ne fais pas partie des gens qui démonisent l'argent. Et d'ailleurs, je le dis là, je suis parfois assez choqué qu'on se choque du salaire de Messi alors qu'on ne dira rien sur le salaire de Bono ou le salaire de Nicole Kidman, que j'adore, j'ai rien contre eux. Pourquoi avoir ça? Le problème de l'argent dans le football, c'est pas qu'il y en ait trop, c'est qu'il est mal réparti. Ce sont les inégalités. Aujourd'hui, vous voyez des phénomènes apparaître. Pourquoi, par exemple, la FIFPro a fait une étude démontrant que 70% des cas de matchs arrangés de joueurs, c'est des joueurs qui n'étaient soit pas payés, soit mal payés. Donc le problème du football, c'est l'inégalité de redistribution. Pourquoi des clubs en Europe utilisent des fonds de pension pour avoir leurs joueurs? Parce qu'il y a un problème de distribution. Et donc on doit attaquer ces questions-là. On n'est pas aussi devant un problème de potentielle bulle spéculative sur l'Europe? Non, vous savez, on a toujours tendance à dire que tout va exploser, que la bulle va exploser. Par exemple, je le dis ici, et je l'ai déjà dit, le fair play financier est une bonne idée. Parce que ça soit une famille, une commune ou un pays. On limite en gros le budget des clubs. Voilà. Mais est une bonne idée.
Mais ça ne répond pas au problème. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que le fair play financier n'inclut pas les questions des dettes des clubs. On voit bien que, par exemple, un club, l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a gagné le championnat de Serbie après 6 ans de domination du Partizan, ils sont éliminés de la Ligue des Champions, suspendus de la Ligue des Champions pour 1,6 million de dettes. Regardez ce qui s'est passé par d'autres. Donc, il y a un problème. Et le problème, c'est un problème d'inégalité, de redistribution. Aujourd'hui, pour 90% des joueurs, des clubs, des ligues, etc., c'est survivre. Et donc, ça explique ce qui se passe en Afrique, mais c'est aussi ce qui explique, par exemple, en France, où la France est devenue un pourvoyeur. C'est-à-dire que les clubs français font de la formation, et puis, d'une certaine façon, ils abandonnent leur chance sportive pour recevoir de l'argent de la Ligue anglaise et des clubs anglais pour pouvoir survivre économiquement. C'est-à-dire qu'on abandonne... Oui, pratiquement tous les joueurs de l'équipe de France jouent hors de France. Exactement. Et donc, c'est ces problèmes de déséquilibre qui, à mon sens, seront le défi prioritaire des années qui viennent. Jérôme Champagne, le constat est bon, mais si le fair play financier n'est pas la bonne mesure, le bon outil, lequel est-il? Alors, d'abord, je ne suis pas le seul à le dire. Vous remarquerez 3 choses. Qu'est-ce que vous proposez? Bien sûr, le directeur général de la Bundesliga a demandé officiellement à l'UEFA de redistribuer l'argent de la Ligue des Champions différemment. Pourquoi? Parce que l'argent de la Ligue des Champions déséquilibre la compétition entre le Bayern Munich et les 17 autres. Pourquoi la Ligue anglaise est si sportivement et donc économiquement intéressante? C'est parce que le ratio entre l'argent que reçoit le club premier et le 20e, c'est le plus étroit au monde. 1,5 à 1. Dans la Ligue allemande, 2,1 à 1. Dans la Ligue française, 3,7 à 1. Dans la Ligue des Champions... Ça n'empêche pas le Big Four ou le Big Five en Angleterre. C'est les 5 mêmes équipes. Oui, mais regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé dans la Ligue anglaise. Elle est compétitive à tous les matchs et à toutes les positions. Alors, Juventus, record historique de points. En France, le premier et le deuxième, PSG, Monaco, record historique de points. Bayern de Munich, champion dans la saison le plus tôt de l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une fossilisation des hiérarchies. Pas de nouveaux arrivants, pas de nouveaux entrants. Exactement, à la différence de l'Angleterre. Ou alors là, vous avez vu cette année Everton redevenir compétitif. Vous avez vu Liverpool redevenir compétitif. Autre exemple, en Espagne, on est en train de parler de la centralisation des droits. Ça prouve bien que les droits vendus individuellement par les clubs créent de l'inégalité et donc rend une compétition moins intéressante. Et dernière chose, le président de la fédération anglaise s'est élevé et fait des propositions pour qu'on renforce la présence du nombre de joueurs anglais dans la Ligue anglaise, qui est passé de 70% à 32%. Ça prouve bien que toutes ces questions de dérégulation, de liberté de mouvement, d'absence de contrôle, ont fait un sport qui est devenu inégalitaire. Donc il faut de la régulation, voire du protectionnisme. Il faut de la régulation, ça n'est pas du protectionnisme, mais il faut de la régulation. La force de, je dirais, cette globalisation, c'est de créer du dynamisme, de créer de la méritocratie sportive. Mais aujourd'hui, on observe depuis 20 ans que les résultats sur le terrain se décident pour le football de club de plus en plus en dehors en fonction de paramètres financiers. Et c'est cela. Mais c'est le rôle de la FIFA et c'est pour ça que je défends une FIFA forte. Parce que seule la FIFA, qui est au-dessus des confédérations, a non seulement le pouvoir, mais la responsabilité d'intervenir. Stéphane Mandar, vous l'avez dit, les championnats nationaux se décident avant même le début de la compétition, c'est-à-dire au moment des transferts du mercato. Ce sont les équipes qui ont le plus gros volume financier, le Paris Saint-Germain en France, Manchester City en Angleterre, qui peuvent mettre sur la table des millions et des millions d'euros pour acheter les meilleurs joueurs et les piquer aux meilleures équipes. Donc la principale mesure de régulation ne serait pas d'interdire l'indemnité de transfert. C'est-à-dire on peut faire les transferts, mais il n'y a pas l'indemnité de transfert. Les joueurs sont payés, ils ont un salaire. Pourquoi, quand on change d'entreprise, je passe du Monde à Libération, je ne vais pas toucher en plus un bonus parce que je change de journal, je vais juste changer de salaire. La question est tout à fait excellente. La question, c'est que comment s'assurer que les clubs formateurs qui, malheureusement, d'une certaine façon, perdront leur chance sportive en transférant leurs meilleurs talents, comment garder la compétition compétitive? Alors, la question que vous posez, c'est que dans un système de ligue fermée, comme les ligues professionnelles américaines, vous savez, il y a le draft inversé, c'est-à-dire que c'est le 20e qui choisit le meilleur joueur. Là, c'est un système qui fonctionne bien dans une ligue fermée. Ce système est très difficile à appliquer dans le football parce que, justement, d'abord, il est universel et il est totalement transparent. Mais il faut effectivement, moi je crois notamment à l'imposition de l'obligation de former. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour caricaturer, parce que c'est quand même beaucoup plus nuancé que ça, vous avez les clubs très très riches qui font la politique du chéquier, et vous avez les clubs de la formation qui essayent de survivre en se disant on va trouver d'une génération de 10, on va pouvoir en revendre 2. Donc la question de l'indemnité de transfert, une fois de plus, elle s'est aggravée ces dernières années. Pourquoi? Parce que certains sont devenus très très riches. Donc une fois de plus,
que ça soit la propriété de joueurs de parties tierces ou les indemnités de transfert, elles sont les conséquences d'un problème et non pas forcément la cause du problème. Donc travaillons sur la cause et moi je suis convaincu que c'est les inégalités qui existent. Jérôme Champagne, donc candidat à la présidence de la FIFA. Autre question, dans quelques jours, c'est le Tour de France qui va être suivi dans le monde entier. On va parler dès la première étape du dopage. Est-ce que le monde du football échappe, comme l'a dit le président Blatter, échappe au dopage? On ne se dope pas dans le foot? J'aimerais qu'il n'y en ait pas. Oui, tout le monde, mais tout ça, c'est diplomate. Non, c'est une réaction de fans de foot. Moi, je suis amoureux du foot avant d'avoir été diplomate, vous savez. Donc, je pense que, à la différence d'autres sports, pour faire court, vous pouvez doper 11 bourrins, ça ne vous fera pas une équipe de champion du monde. À la différence d'autres sports, et je vais citer aucun sport, où alors là, l'effort physique a une dimension. En revanche, je crois qu'il faut faire extrêmement attention parce que le rythme s'est accéléré sur le terrain. Et tout ce qui concerne la récupération, voire même, je dirais, l'incitation à la performance, ouvre des périodes de risque. Et donc, je crois qu'il faut être absolument déterminé sur cela. Et moi, je ne dirais pas oui, il y en a ou non, il n'y en a pas. Je crois qu'il y a des risques et on doit tout faire dans ce domaine-là. J'ai le relevé cette fois-ci que la WADA, en français, on sait quoi, l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, a soutenu l'introduction des passeports biologiques. On va voir ce qui va se passer. Moi, j'espère qu'on arrivera toujours à avoir non pas une molécule de retard, mais une molécule d'avance. Mais une fois de plus, moi, je ne suis pas du tout la politique de l'autruche en disant, comme les trois singes, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Est-ce qu'il s'agit uniquement de verrouiller les systèmes de contrôle? Est-ce qu'il ne faut pas voir les causes aussi? S'il y a toujours plus de matchs, toujours plus de compétitions, toujours plus de performances demandées, il y aura forcément une réponse aux besoins. Vous avez tout à fait raison. Alors, qu'est-ce que vous préconisez là-dessus? Est-ce que regardez, vous ralentissez le rythme? Ça, c'est très intéressant. Votre question, vous savez, dans les critiques qui sont faites à la FIFA, je vous donne un exemple. Il y a un mois, un journal britannique a annoncé que l'ancien président qatari de la Confédération asiatique a donné 2 millions de dollars à la famille de l'ancien président trinidadien de la Confédération d'Amérique du Nord. Toute la presse a dit FIFA, FIFA. Ce sont des confédérations, madame. Qui augmente le format des compétitions? Ça n'est pas la FIFA. Qui augmente le format des systèmes de qualification? Ça n'est pas la FIFA. Ce sont des compétences des bureaucraties continentales. La FIFA a quand même créé une compétition championnat du monde de clubs qui n'existe attendez, pas. mais d'abord, c'est une nécessité, Stéphane. Pourquoi? Non, mais attendez, d'abord, c'est une compétition qui ne concerne que 4 jours pour les plus grands clubs. Et je vais vous dire une chose, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Vous trouverez normal que l'on décide la Coupe du Monde des équipes nationales simplement avec une finale entre le champion d'Europe et le vainqueur de la Copa América. Pourquoi il a été fallu créer la Coupe du Monde des clubs? C'est parce que le football des clubs en Afrique, en Amérique du Nord, en Asie, a progressé. Quand la Copa intercontinentale a été créée en 1958-59, le football du club n'existait que sur 2 continents. Donc, excusez-moi, ça n'est pas une compétition qui est simplement l'extension et l'universalisation de tous ces formats continentaux qui se sont énormément étendus. Excusez-moi, on ne peut pas comparer les choses. Je ne comprends pas, je dis simplement que ça s'additionne à d'autres compétitions qui sont déjà additionnées. Mais attendez, la Coupe du Monde des clubs était une mesure de justice. Comment peut-on définir un champion du monde d'un club en disant il n'y a que les Européens et les Sud-Américains qui ont le droit de jouer? Moi qui suis un citoyen du monde, j'étais choqué et j'ai contribué aussi à l'émergence de cette Coupe du Monde. Mais ça, attendez, n'oubliez pas que les grands clubs européens qui jouent, il y a une seule journée de leur championnat national qui est repoussée. Donc ça ne change rien pour eux. Vous avez l'air de dire que la FIFA est impuissante par rapport à ce problème de la santé des joueurs et du caractère sain de ce sport. Alors comment est-ce que... Attendez, je n'ai pas du tout dit ça, madame. Ce que je dis, c'est qu'il y a toute une série d'acteurs. La pyramide du football est une pyramide avec des différents acteurs. Pourquoi je défends une FIFA plus forte? Parce que je pense qu'on a un besoin de régulation, y compris de ces questions-là. Mais je n'ai jamais dit que la FIFA était impuissante. Merci Jérôme Champagne d'être venu nous voir. Je le rappelle, vous êtes le seul candidat aujourd'hui déclaré. Vous ne serez sans doute pas le seul très longtemps. D'ailleurs, nous serons attentifs sur cette antenne, naturellement, à l'équilibre des positions ou des déclarations. Merci en tout cas d'être venu dire à International les raisons pour lesquelles vous aviez envie de présider la très puissante Fédération internationale du football, forte de 209 fédérations et pays. Cette émission va prendre, elle, un peu de congé, une sorte de mi-temps, en quelque sorte, mi-temps estival, puisque nous nous retrouverons en septembre. Merci à vous d'être venus. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI, de TV5 Monde et lisez naturellement notre confrère Le Monde.